Bonsoir à tout le monde et bienvenue à ce webinaire organisé par WH Self Invest. Je suis Pascal Hirtz, le H de WH, et le sujet de ce soir, on tourne autour du cuivre et pourquoi pas participer au rebond de l'économie en se positionnant sur le cuivre. Donc, allons à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'agenda. Et l'agenda, c'est une petite introduction, je dirais, sur le cuivre parce que il y a peu de gens qui connaissent en fait ce contrat ou ces contrats. Et ensuite, comme d'habitude, on va s'intéresser à, on va voir le cuivre comme une opportunité et on va s'intéresser à quel type de stratégie on peut développer pour essayer d'exploiter les mouvements du cuivre. Et bien entendu, alors cette fois-ci, au lieu de proposer une stratégie, j'en vais même en proposer deux, parce qu'il se trouve que le cuivre fonctionne pas mal avec les stratégies que je propose ici, quoi. Et puis après, un petit mot sur le côté automatisation. Et puis, on aura terminé, donc je pense qu'on aura terminé à l'intérieur de l'heure, quoi. Alors, le cuivre, c'est considéré comme un indicateur économique avancé. Ça veut dire que il est présent dans différents secteurs de l'économie, et notamment la construction, infrastructure, j'entends par là, par exemple, infrastructure télécom, équipements manufacturiers, alors on va dire les réseaux à l'intérieur des usines, les équipements, les machines-outils, toutes les choses qui sont automatisées, etc. Tout ce qui se déplace, ça demande du cuivre, etc. Donc, le cuivre, grosso modo, quand le cuivre baisse, ben, on s'attend un petit peu à une baisse, une dépression ou une baisse en tout cas de l'activité économique. Et au contraire, quand on est plutôt dans une récession et que le cuivre se met à monter, un peu comme l'argent, le silver, eh bien, ça nous donne un signe que l'économie est en train de reprendre, quoi. Alors, le futur ici qu'on a sur le côté, vous voyez, copper. Donc en anglais, c'est cuivre, c'est copper. Et copper, ici, j'ai affiché en fait un chart qui remonte très loin, 14 ans. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit sur ce chart en fait mensuel, on voit en fait que sur ce chart mensuel, le cuivre est maintenant au niveau moyen de son intervalle de variation sur 14 ans. Donc, le plus bas, c'était lors de la crise de 2008. Vous voyez, donc quand on va dire la récession s'annonçait, le cuivre a beaucoup baissé. Puis après, il a rebondi, il a fait un plus haut. Et en fait, quand vous regardez le niveau ici, 1,5 et le niveau le plus haut, 4,5, on est aujourd'hui à 3,04, c'est-à-dire on est exactement au milieu. Donc ça, c'était les extrêmes. Et puis, on est maintenant en plein milieu et plutôt sur un rebond. C'est pour ça que j'ai intitulé le titre de la présentation participer au rebond de l'économie. Et effectivement, le cuivre qui est en train de rebondir nous indique que l'économie est en train de reprendre, quoi. Alors, qui s'intéresse aussi au cuivre, il n'y a pas uniquement on va dire les gens qui construisent des choses, il y a aussi, ou on va dire plutôt les gens qui construisent des choses à l'intérieur de leur société. Il y a des gens qui achètent la matière première ou le produit fini. Et donc, ces gens-là, ils vont utiliser le contrat copper pour se couvrir des mouvements de prix du cuivre. Donc, ça, c'est des gens qui sont très expérimentés, ils connaissent les prix, ils savent quand le prix est peu cher, quand le prix est cher, ils connaissent l'impact sur leur compte-résultat, etc. Donc, ça, c'est le côté hedging, comme on dit, hein, gestion de risque, hedging. Et puis alors, de l'autre côté, bien sûr, quand vous avez des gens qui veulent euh, neutraliser des risques, il faut que d'un autre côté, il y ait des gens de l'autre côté qui acceptent le risque. Et ça, c'est grosso modo nous, c'est-à-dire le monde des investisseurs actifs. Donc vous, en tant que les investisseurs particuliers qui pratiquez du trading actif,
Et c'est bien entendu tout le côté alors institutionnel, mais spéculatif, on va dire. Des banques, des hedge funds, des sociétés de trading professionnelles, etc., quoi. Donc on a les deux côtés. On a le côté je veux gérer le risque sur le prix, mon prix d'achat, ou parce que je vais investir dans une usine et que je n'ai pas envie de payer 3 fois plus cher ou 30% plus cher dans quelques mois. Et d'un autre côté, il y a nous autres qui prenons position et la boucle est bouclée de cette manière-là, quoi. Alors, alors, la prochaine slide, c'est de se dire comment on traite le cuivre. Donc, il y a deux manières de traiter le cuivre. Il y a un côté futur, pour ceux qui ont un compte futur. Alors, j'ai mis sur le côté le carnet d'ordre, même des futurs, et je précise que c'était pris à 12h55. Donc, on voit qu'à 12h55, c'est-à-dire, on est quand même à 6h du matin, heure de New York. Vous voyez le carnet d'ordre, il est quand même bien plein. Il est, pour ainsi dire, plus plein qu'un DAX. Et c'est serré, quoi. C'est quand même très liquide, quoi. Donc ça, c'est une information intéressante. Ça veut dire que sur le copper, grosso modo, il y a une bonne liquidité. Maintenant, en termes de taille de contrat, quand on s'intéresse maintenant au côté futur, après on regardera le côté CFD. Donc côté futur, on s'aperçoit avec le carnet d'ordre à gauche et la première ligne du tableau, l'écart de prix, c'est 0,005. Donc un écart de prix, on va dire très petit, mais à mettre en rapport avec un contrat dont la valeur est très petite, la valeur absolue, la valeur de la cotation, puisque c'est 3 dollars, quelque chose, quoi. En fait, lorsque l'on considère on va dire la valeur du alors je vois que sur la slide il y a une petite erreur au niveau du point, mais si on prend la valeur nominale qui est en dessous, c'est 75 000 dollars. Donc un contrat vaut 75 000 dollars. Et on va dire le TIC, c'est-à-dire l'écart minimum, ça vaut 12,5 dollars de mémoire, hein. Donc la valeur nominale assez grande quand même. La marge relativement petite, 800 dollars en intraday, et en overnight, je crois que c'est 2600 dollars. Donc en fait, en intraday, c'est pratiquement un tiers de la valeur overnight, quoi. Donc ça fait un levier qui est assez grand. Et ça a une expiration mensuelle, mais quand je me suis intéressé au contrat, bien que nous soyons en septembre, il a fallu que j'aille sur le contrat de décembre pour avoir vraiment la liquidité. Donc je pense que c'est quand même un contrat qu'il faut considérer comme trimestriel, même s'il existe des échéances mensuelles. Pour ce qui concerne le timing, c'est du lundi au jeudi entre 0h et 23h, donc c'est comme un Dow Jones, un mini Dow Jones. Et puis le vendredi, ça s'arrête à 22h15. Ça commence à minuit et ça s'arrête à 22h15. Alors maintenant, quand on regarde du côté des CFD, on a là, en réalité, comment dirais-je, la cotation est différente. Ça ne va pas coter 3, ça cotera 300. Ouais, 300,00. Donc, c'est en termes de la valeur absolue du contrat, c'est 100 fois plus grand. Mais en termes de la valeur vraiment nominale du contrat, c'est 6000. Donc, c'est 300 fois 20. Vous voyez? Et je reviens sur le futur. Je reviens parce que pendant que j'explique, je fais en fait le calcul dans ma tête. Mais en fait, ce que j'ai inscrit là, c'est-à-dire la valeur du point 25 000, en fait, c'est juste. Puisque c'est 3 dollars fois 25 000, ça fait 75 000. Donc ça, c'est juste. L'écart minimum, c'est 0,0005 points, qui vaut 12 dollars et demi. Et pour les CFD, c'est 300, donc c'est une valeur qui est plus courante pour des contrats.
300 fois 20, ça fait 6000. La marge, c'est 10%. Et donc, le levier, c'est de 10, quoi. Donc, tout est clair là-dessus. Alors, et pour ce qui concerne le timing, c'est la même chose que les futurs, puisque c'est calqué sur les futurs, quoi. Alors, là, maintenant, on regarde le côté volatilité. Parce que nous, finalement, l'intérêt, en fait, de ce contrat, je pense qu'il y a peu de gens qui le connaissent, mais l'intérêt, c'est, premièrement, d'élargir sa culture financière. Deuxièmement, c'est par simple intérêt, c'est-à-dire, si vous arrivez à trouver un contrat avec lequel vous arrivez à appliquer des stratégies qui vous donnent des bons résultats, ben, pourquoi vous embêter avec des contrats difficiles où c'est très difficile de gagner si vous arrivez à trouver quelque chose qui est mieux. Donc, le fait de s'intéresser à un nouvel instrument, ça offre l'opportunité de peut-être avoir la possibilité d'appliquer des stratégies et d'avoir des bons résultats que vous avez peut-être plus difficilement avec vos contrats préférés, quoi. Et moi, je dois dire, avec mon expérience, ça m'est arrivé plusieurs fois de travailler sur des contrats qui étaient peu connus pour moi, comme par exemple le Nikkei, et en fait d'avoir des bons résultats avec le Nikkei, quoi. Même si c'est du trading au milieu de la nuit, quoi. Alors, ici, il y a deux aspects pour le côté volatilité. Volatilité horaire, vous connaissez. On trouve ça dans la plateforme. J'ai rappelé le chemin en bas. Modèle d'étude, WHS proposition, hein, et on trouve, ça s'appelle Hourly Volatility Histogram. Et donc, ça, c'est la volatilité de chaque heure. Donc, au maximum, pour l'heure de 15 heures, donc ici, 15 heures, c'est ça, c'est 0,65%. OK. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bien entendu, la volatilité maximale, elle est durant les heures d'ouverture du marché US. Vous voyez qu'il y a quand même une certaine sensibilité aux publications de chiffres, de production industrielle et de choses comme ça. Parce que vous voyez que l'heure de 14 heures, elle est quand même très volatile, relative à l'heure la plus volatile. L'heure qui suit, l'heure qui commence par 16 heures, est aussi très volatile. Et on va dire que même de 17 à 18, c'est aussi très volatile. Donc là, on a vraiment on va dire le créneau le plus volatile. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que là où on aurait d'habitude des valeurs très basses ici, là, vous avez un pic pour l'ouverture des marchés européens. Donc, lors de l'ouverture des marchés européens, donc dès 8 heures, 8 heures, c'est cette bougie-là, 8 heures, 9 heures, 10 heures, vous avez en fait une bonne volatilité. Et donc, ça veut dire que ce contrat réagit aux nouvelles économiques européennes aussi. Et alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que ici, vous avez là 2 heures, 3 heures. Donc, ça, c'est de 2 à 3 et ça de 3 à 4. Et bien là, vous avez l'ouverture du Nikkei. Et et je pense que l'Australie, ça, c'est plutôt après, quoi. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à 2 heures, c'est le Nikkei et probablement Singapour. Et donc là, vous voyez qu'il y a aussi une réaction de ce contrat. Donc, ça veut dire que ça, c'est un contrat qui, potentiellement, on pourrait imaginer que ça puisse même se trader durant la nuit ou dès l'ouverture des marchés européens. Donc, on verra ça après dans la recherche de la stratégie. Mais ça, c'est une information très intéressante qui sort de cet outil très précieux, la volatilité horaire. Un outil gratuit, je le rappelle. Et puis, on a la volatilité journalière. Donc, la volatilité journalière, c'est un outil que l'on a rajouté cette année, vers le printemps. Et en fait, en termes de graphique, comme ça, c'est moins spectaculaire, parce qu'il n'y a que 5 bougies, pardon, mais elles correspondent en fait à la volatilité journalière. Donc, les lundis, les mardis, les mercredis. Alors, autant à gauche, on a 240 jours, c'est-à-dire qu'en fait, on a 240 jours divisé par 7, c'est-à-dire à peu près 35 semaines. Et à droite, au niveau de la volatilité journalière, on l'exprime en semaines. Mais ça équivaut à 245 jours si vous faites le calcul. Donc en fait, les deux sont calculés sur la même base. Alors qu'est-ce que ça veut dire
240 jours ou 35 semaines, ça veut dire que on calcule la volatilité de la journée du lundi et on retourne dans le passé et on fait ça pendant 35 semaines et on fait la moyenne des valeurs que l'on trouve et ça nous donne la volatilité. Alors on voit qu'ici, la volatilité journalière, elle est de 2,5%. Alors ça déjà, c'est très intéressant parce que un DAX, c'est plus près des, je sais pas, au plus bas, c'était dans les 1%, 1,5%. Donc, on va dire, si on a 2% sur un DAX ou un Dow Jones, c'est déjà extra, quoi. Là, on a en moyenne 2,5%. Donc, je trouve que c'est relativement volatile. C'est plus volatile que les indices de marché, quoi. Alors, pour rappel, si on s'intéresse au côté horaire, eh bien, je suis allé regarder le futur du mini Dow et c'était aussi 0,65% pour, je dirais, l'heure la plus volatile, celle de 15 heures pour le mini Dow Jones, quoi. Alors, je rappelle ici les créneaux, on vient de l'expliquer. Et puis là, c'est intéressant. Pourquoi on a fabriqué la volatilité journalière? Ben, c'est pour en fait, c'est pour voir est-ce qu'il y a des journées qui potentiellement mériteraient en fait d'être éliminées de notre trading par manque de volatilité. Vous voyez? Et là, c'est pas le cas. Et même le vendredi, c'est même mieux, quoi. Donc, volatilité journalière, quoi. OK. Alors, OK. Alors, on a terminé, je dirais, notre présentation au niveau des éléments qui nous permettent un petit peu d'apprécier un peu le type de caractéristiques, au moins du point de vue de la volatilité et puis de l'utilité du cuivre. Et maintenant, on a toujours cette fameuse question de comment s'y prendre en trading avec des instruments qu'on ne connaît pas, par exemple. Et moi, je suis toujours un partisan de voir si on ne peut pas s'aider de la tendance. C'est-à-dire que ici, j'ai dénommé cette petite section la tendance, un élément simplificateur. Alors, pourquoi je parle de simplificateur? Parce qu'en fait, je fais une affirmation ici, hein, quand on y réfléchit bien, une stratégie, je me permets de définir une stratégie. Vous savez tout à fait ce que c'est, mais bon, c'est toujours intéressant de réfléchir et de se dire qu'est-ce que c'est vraiment une stratégie? Eh bien, c'est un système complexe. Alors, complexe, on ne dit pas complexe pour terroriser tout le monde, mais on dit complexe parce qu'en fait, dans la stratégie, comme on le voit en dessous, en fait, il y a différentes catégories d'informations et de réglages, et je les ai résumés ici, et j'ai rajouté en fait cette première catégorie. Avant, j'avais signaux, filtres, stop, mais j'ai rajouté contexte. C'est-à-dire que quand on apprécie une stratégie, par exemple, en fait, il faut aussi prendre en compte des éléments comme le graphique. Donc, cette année, on a beaucoup parlé, par exemple, de la stratégie DD, et d'ailleurs, on devrait une fois en reparler. Et elle opère sur un chart, on va dire, à valeur absolue ou range bar. Et donc, c'est très différent d'un chart, par exemple, de 5 minutes. Donc, ici, dans la partie contexte, on peut avoir des éléments qui font qu'on a une bonne stratégie sur, je sais pas, valeur absolue, mais quand on passe sur du 3 minutes, ça ne marche pas. Donc, le graphique, comme l'agrégation, c'est-à-dire la quantité de, soit le nombre de ticks, le nombre de secondes, le nombre de minutes, le nombre d'heures, le nombre on va dire, de points, etc. Tout ça, ce sont des critères très importants à prendre en compte dans l'élaboration d'une stratégie. Un dernier élément aussi, c'est la plage horaire, c'est-à-dire de quelle heure à quelle heure on traite. Or, comme on vient de le voir avant, avec la volatilité horaire, on s'aperçoit que tous les créneaux horaires n'ont pas la même valeur. Et il y en a dans lesquels on peut s'attendre à beaucoup de mouvements, et il y en a dans lesquels il n'y a pas de mouvement. Donc, d'un point de vue de logique, on va plutôt chercher des opportunités là où il y a du mouvement.
D'où l'intérêt d'aller s'intéresser en fait à la volatilité, quoi. Alors, bien sûr entendu, il y a les signaux, là vous êtes plus familier avec ça, les filtres, les stops, etc., quoi. Alors, face à cette complexité, pour pouvoir aborder l'élaboration d'une stratégie, eh bien, il est précieux de faire appel à la tendance parce que cette dernière atténue la complexité. C'est-à-dire, elle rend elle amène une certaine simplicité, je dirais, dans le processus de décision. Et de ce point de vue-là, elle est très précieuse, quoi. Alors la tendance, je rappelle par ce petit schéma à gauche que qu'est-ce que c'est une tendance? Ben, grosso modo, vous prenez cette courbe qui représente par exemple les prix, le prix de clôture, voire une moyenne ou une moyenne mobile ou en relation avec les prix. Le point important ici, c'est quoi? C'est que le plus bas est suivi par un plus bas qui monte, qui est suivi par un plus bas qui monte. Ça, c'est la définition d'une tendance, des plus bas qui montent. Une tendance haussière. Si on avait des plus hauts qui descendaient, ça serait une tendance baissière. Donc, repérer une tendance haussière n'est pas très compliqué. On le voit à l'œil, à condition d'avoir une définition claire, comme celle que je viens de donner, et qui est symbolisée par cette courbe bleue et par les petits signaux que j'ai rajoutés. C'est-à-dire que le principe sur lequel on peut se baser pour construire une stratégie, c'est de dire, si je suis capable d'identifier une tendance haussière, comme je le vois devant mes yeux, eh bien, je vais m'appliquer la discipline de ne trader que les signaux haussiers. Ces signaux haussiers, ils sont représentés par ces flèches vertes qui représentent la bougie dans laquelle je rentre. Et puis, j'ai dénommé signal 1, 2 et 3. Et j'ai identifié avec ces petits rectangles la zone à risque, c'est-à-dire on suppose que mon stop est là, mon objectif est là. Donc, tant que je suis au-dessus, je gagne. Tant que je suis en dessous, je perds. Ici, la même chose et ici, la même chose. Donc, tant que le marché monte, eh bien, grosso modo, je suis en zone gagnante et grosso modo, je vais avoir une probabilité importante de gagner. Ouais, parce que je suis dans le sens du mouvement. Vous pouvez faire l'expérience. Prenez, d'ailleurs, on avait fait l'expérience je pense, la semaine dernière ou la semaine avant. Vous prenez n'importe quel mouvement du marché, mettez un tree line break, un signal simple comme tree line break, et vous repérez un mouvement qui monte, vous mettez tree line break, vous mettez un filtre flat, ou alors le time stop pour clôturer après, je sais pas, 20 bougies, 15 bougies, et vous mettez un 5 minutes n'importe quoi. Eh bien, si vous êtes en situation de hausse, grosso modo, votre stratégie va gagner. Et si vous allez vous mettre short face au mouvement qui monte, vous allez perdre. Donc ça, c'est très important. Je crois que c'est peut-être le plus important dans la présentation, quand on réfléchit à l'importance que ça a dans le rôle que ça a, ça, pour la réussite en trading. C'est critique. Donc ici, regardons un petit peu le texte que j'ai mis. Si l'on parvient à lire la tendance, c'est vraiment une question de lire, hein, bien comprendre, le plus bas monte, eh bien, ça monte. On peut choisir une direction et bâtir une stratégie autour d'un signal efficace. Alors là, je me tends la perche pour la partie suivante, c'est-à-dire un signal efficace. En effet, là, on a imaginé qu'on avait des signaux, et bien entendu, les signaux, quels sont-ils? Qu'est-ce qu'on appelle un signal efficace? Eh bien, je vais vous proposer en fait deux signaux. Et le premier, c'est en fait tree line break. Donc, tree line break, c'est ne paye pas de mine, c'est pas sur tous les forums du monde, mais moi, ça m'a fait gagner depuis 2014 dans beaucoup de stratégies. C'est un signal simple, visuel, compréhensible, et d'ailleurs qui sur on va dire sur les trades que j'ai placé quelques trades sur le cuivre
dans la compétition de trading Trader Sélection hier soir, donc j'ai activé une stratégie et en fait, elle a pas mal fonctionné aujourd'hui. Et avant que je vienne dans la salle pour faire le webinaire, ça avait gagné et c'était en position dans un deuxième trade. On regardera ça un petit peu après, quoi. Donc le signal Trail and Break, une rapide définition de nouveau. Rappelez-vous, on a une bande rouge, on a une bande verte. Cette bande rouge, elle est basée sur, grosso modo, on va dire, les trois. Allez, on va expliquer par exemple l'épaisseur ici au niveau de la bande verte. Donc, vous voyez, là, vous avez un plus haut et vous avez le plus haut ici. Le plus haut de la bande verte est là, sur cette bougie-là. Et ici, on va au niveau de cette bougie-là. OK? Donc maintenant, comment est définie l'épaisseur ici? Eh bien, à partir du dernier, je regarde c'est quoi les trois dernières bougies. Donc, 1, 2, 3. Et alors, la quatrième, c'était ça. Donc, après la quatrième, en fait, il y a eu 3 plus hauts et c'est ça qui définit l'épaisseur. Donc, la quatrième, le quatrième prix de clôture le plus haut, on le garde en mémoire, il définit le bas. Le marché en montée, et du coup, ça définit une bande dont l'épaisseur est définie par les 3 derniers plus hauts. Ouais. Et donc, ça fait cette bande. Et grosso modo, c'est le même raisonnement pour la partie baissière. Et quand le marché clôture en dehors, ben, ça fait un signal, en l'occurrence signal d'achat. Et alors, à l'entrée de la bougie suivante, à ce niveau-là, le petit trait vert symbolise le prix d'entrée. Oui. Et on peut associer des stops ici qui sont alors basés sur le plus bas. Et dans ce cas, on est dans une logique de rebond. A-t-on pris le bon rebond? Telle est la question, quoi. Alors, les signaux de Treeline Break, il y en a 2 dans la plateforme. Le signal original, il était uniquement focalisé sur le retournement de tendance, c'est-à-dire la jointure entre le mouvement baissier et le mouvement haussier, caractérisé par une bougie qui clôture à l'extérieur, par le haut dans ce cas-là, au-dessus de la bande rouge. Ça crée un signal d'achat. On peut spécifier les heures pour lesquelles on veut voir afficher ces signaux. Et on peut alerter, s'alerter avec des messages, etc. Le signal de type 2 apporte une valeur ajoutée dans le sens où, quand on rate le retournement, supposez qu'il soit à 13h20 et vous voulez que trader à partir de 15h, vous êtes là, eh bien, si vous utilisez les paramètres qui sont en bas, vous pouvez rendre opérationnel ou actif les signaux de continuation, c'est-à-dire lorsque le marché clôture au-dessus du dernier plus haut, c'est-à-dire au-dessus de la bande actuelle. Vous voyez? Donc là, par exemple, la bande actuelle, elle s'arrêtait à cette bougie. Il y a eu cette grande bougie qui a poussé la bande vers le haut. Et donc, la bande est montée vers le haut. Puis après, elle a été de nouveau battue par cette nouvelle bougie. Et donc, à chaque fois qu'il y a un plus haut par rapport au plus haut précédent, il y a un signal. Et quand on dit 20, ça veut dire qu'on autorise jusqu'à 20 signaux de continuation par rapport à ce premier signal ici qu'on peut appeler signal de retournement. Vous voyez? Donc en gros, on a augmenté le nombre de signaux et grâce à la fonctionnalité analyse sensitive, quand vous faites une stratégie, vous pouvez très facilement tester est-ce que ça a du sens ou pas d'utiliser en fait ce paramètre supplémentaire, et peut-être que c'est pas utile ou peut-être que c'est utile. Ça dépendra des cas, il faut le vérifier. Alors j'aime bien associer à ce signal, j'aime bien associer le stop long life. Alors ça, c'est un stop qui est payant, mais qui coûte que 10 € et qui est dans le store, mais qui est très très performant et que j'ai utilisé beaucoup durant la compétition là, de Trader Sélection,
pour faire on va dire du day trading automatisé, on va dire opportuniste, quoi, sans faire des backtests de 10 ans et des choses comme ça, mais juste des backtests de quelques semaines ou de quelques mois pour essayer de trouver un bon réglage. Et puis j'ai beaucoup utilisé ce stop, et dans la stratégie que je propose après, je l'utilise aussi. Donc, alors, rappelons-nous juste, hein, il se positionne sur le plus bas précédent. Donc, comment dire, il fonctionne très très bien avec Treeline Break. Deuxièmement, donc, il limite la perte. Deuxièmement, dès que le marché clôture à plus qu'une fois la perte, ça c'est la perte potentielle, ça s'appelle le risque. Plus qu'une fois, ça fait que grosso modo le stop monte sur le break-even, c'est-à-dire au niveau du prix d'entrée, on ne peut plus perdre. Même si après on est clôturé ici, bah, on n'a pas perdu. Pourquoi? Parce que le stop il est monté. Et puis par contre, quand vous êtes dans le bon sens et le marché se développe, il nous produit on va dire des figures extraordinaires de suivi à distance. Et vous voyez que les points sur lesquels il est basé reflètent ces petits rebonds ici, comme cette bougie-là, vous voyez, là ici, là ici, là ici, là ici, vous voyez. Donc, on suit à distance, on arrive à attraper du mouvement. Donc, c'est vraiment, 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 vraiment précieux et efficace comme stop. Et alors, bien entendu, là, on n'avait pas touché on va dire l'objectif lointain, mais ça a toujours un sens de mettre un objectif lointain avec ce stop quand on le prend comme stop suiveur. Et en général, on combine ça avec le même stop mais fixe sur la deuxième partie de la position et un objectif à une fois le risque. Comme ça, si on a un petit mouvement, comme par exemple, dans ce cas-là, on capture au moins quelque chose. Quand on a un beau mouvement, on capture les deux, le court terme et le long terme. Et quand on a le méga gain, on capture le court terme. Et alors, on va chercher la target, on va dire, optimale, l'objectif optimal qui durant vous savez, le mois de mars, qui dans mes stratégies était à 5%, littéralement, pour essayer de capturer du mouvement, quoi. Alors, maintenant, on va passer sur la plateforme. Alors, hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a devant les yeux? On a le Copper. Donc, le Copper, vous voyez ici le carnet d'ordre du Copper. Donc, un carnet qui est liquide. Vous voyez, ça bouge bien. Une vingtaine, entre 20, une dizaine à une trentaine de contrats offerts à l'achat, à la vente. Et quand on veut chercher en fait le Copper, on fait Copper, et c'est là qu'on trouve donc les différents contrats dont j'ai expliqué septembre, octobre, novembre, décembre. En vérité, il n'y a que le décembre qui est suffisamment liquide en termes d'activité. Il y a un mini Copper, je ne l'ai même pas présenté en réalité, autant pour moi. Et puis, on a dans le monde, alors le CFD, j'ai peut-être pas eu le temps d'ouvrir mon compte CFD. Veuillez m'en excuser. Je vais voir si je peux pas juste le rajouter. Activer le compte CFD. Donc normalement, quand je fais ça, ça va connecter le compte CFD. Voilà. Donc, alors si je fais ça de nouveau, je pense que le Copper va apparaître. Voilà, c'est celui-là, vous voyez. Donc au niveau des CFD, il n'y en a qu'un seul. C'est le Copper qu'on a présenté avant, à 20 $ le prix, sachant que le prix, j'avais dit que c'était 300. D'accord. Alors maintenant, je suis ici avec Copper, et je vais maintenant développer une petite stratégie. Alors, cette stratégie, elle est très simple. Là, on est sur quoi? On est sur du 5 minutes. D'accord? Donc, je vais mettre 100 jours. Je vais retirer
ça, et je suis là, voilà, 100 jours. Donc on voit clairement le marché est à la hausse, puisque, comme je l'ai dit, on a eu une grande peur et un ralentissement très important de l'activité économique, mais l'activité économique repart et du coup, le prix du cuivre monte et du coup, on est dans une optique plutôt de marché haussier, quoi. Alors, ce que je propose comme stratégie, c'est de se mettre sur du 5 minutes et je vais rajouter 2 jours pour être comme avec ma présentation. Comme ça, j'ai la même chose que dans les slides que je vais vous montrer. Je crois que c'est ça, ça doit être le 8, quoi. Et alors, regardez ce que je vais mettre. On va construire une stratégie. Alors, on a besoin pour la stratégie du Meta Sentimentor pour évaluer la stratégie. Et on va chercher le tree line break. Donc le tree line break, comment on le trouve? On tape tree line. Et là, on a version 2 et version 1. Donc on met version 2 dans le graphique en tant que Sentimentor. On va mettre le stop longue vie. Alors moi, bien sûr, c'est moi qui l'ai fabriqué, donc j'y ai accès gratuitement, mais comme j'ai dit, vous pouvez faire une acquisition qui c'est sûrement une très bonne chose pour un prix relativement, on va dire, tout à fait abordable, quoi. Donc je le mets là, et dans ce cas-là, ça apparaîtra aussi dans vos sentiments. Ici, je vais mettre un filtre flat. Voilà. Je ferme. Alors, j'affiche le graphique de performance. Meta Sentimentor, je le glisse ici. Voilà. Alors, voilà. Je mets la barre d'information, pardon, à droite. Voilà. Et grosso modo, j'applique sur toute la période. Voilà. Et mon flat, je le mets sur 22 heures. Rappelez-vous, Copper, c'est jusqu'à 23 heures. Donc, 22 heures, pas de problème. Voilà. Et maintenant, grosso modo, vous me diriez, ben, monsieur Hirt, c'est pas terrible, etc., quoi. Et je dirais, oui, bon, effectivement, ça n'a pas l'air extraordinaire. Et c'est là qu'il faut faire preuve on va dire, de réflexion et se dire que on est sur Copper. C'est pas vraiment un produit qu'on connaît vraiment beaucoup, mais c'est un produit qui est en hausse, quoi. C'est un produit qui est relativement volatile, puisqu'on a dit que la volatilité journalière, elle était de l'ordre de 2,65%. Donc ça veut dire que ça fait des hauts, des bas, etc. Mais quelque chose qui fait des hauts et des bas, hein, si on va par exemple voir la journée d'aujourd'hui, donc ça c'était le début de journée, etc. Donc des hauts et des bas, ça veut dire qu'il y a du mouvement, ça veut dire qu'il y a des signaux, comme on peut voir les signaux ici, hein. Donc les signaux, pour bien rappeler, vous voyez, si on prend par exemple cet extraordinaire signal ici, c'est un signal baissier, donc ça vaut 0. Mais si maintenant je dis que par exemple, je prends ce signal-ci, ici, vous voyez, qui vaut 100, puisque c'est un signal haussier, et je dis oui, mais à 9h10, je ne pouvais pas trader, je peux que trader à partir de 9h30 ou 45, et je veux quand même être long au cas où il se produit quelque chose. Ben regardez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, à peu près 5 ou 6 plus hauts qui suivent. Donc, si je fais 2, regardez ce qui s'est passé en dessous. La valeur, je remets en bas.
la valeur ici, elle était à 65, qui veut dire grosso modo haussier. La valeur était à 100. Si maintenant je mets 2, et bien grosso modo, ça nous donne un signal de nouveau pour cette deuxième bougie. Troisième, un autre signal, un autre signal, un autre signal et un autre signal. Donc si vous mettez 6, ça veut dire que si vous dites par exemple, je ne trade qu'à partir de 9h50, eh bien, il attrapera ce plus haut ici et il peut vous faire rentrer en position, même si vous avez loupé le retournement. Ça, c'est l'intérêt en fait de ce contrat, enfin de ce signal version numéro 2, quoi. Je reviens sur 1. 1, ça veut dire qu'on s'intéresse uniquement au signal de type retournement. OK, bon, maintenant je baisse ça. Et alors, je reviens sur ça. Et je dis la chose suivante, je dis tout simplement, on est long, on veut un peu de discipline, on veut se simplifier la vie, eh ben, le marché monte, choisissons long et pas short. Qu'est-ce qui se passe quand je choisis long? Il se passe, le marché monte. Alors, rappelez-vous que ça, ce sont des trades qui, je rentre en position, bah, si le marché monte, eh ben, le stop étant tel qu'il est, il essaie de me maintenir en position le plus longtemps possible. Vous voyez? On n'a même pas de target là, comme ça, dans ce côté backtest, quoi. Alors, bien sûr, il y a différents moments dans la journée. Hein, donc, par exemple, vous prenez une journée comme celle-ci, on a dit qu'il y avait de la volatilité dans les heures asiatiques. Bah là, regardez exactement, c'est la démonstration. À partir de 3h, 3h, 4h, les Japonais, ben, il y a des nouvelles qui sortent. Le copper monte. Le Japon, c'est très industriel, la Chine aussi. Donc, il y a sûrement beaucoup d'impact là-bas. Et ben, grosso modo, ça bouge dans ces eaux-là, quoi. Il y a des jours où ça bouge au niveau des Américains, vous voyez, un beau rebond au niveau américain. Et puis, vous avez des jours où c'est plutôt le côté européen, vous voyez, comme ici. Vous voyez, vers 11h45, peut-être des chiffres économiques en Allemagne ou en Angleterre ou en France. Et puis, le marché monte, quoi. Alors maintenant, quand on a une situation comme ça, qui est pas mal, hein, avec 300 trades, etc., on peut encore, vous voyez, se dire, bon, est-ce que par exemple, qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que c'est plutôt le côté asiatique, c'est-à-dire entre 0h et par exemple 8h du matin, donc je vais mettre 7h59, et là on voit que ben, ça gagne quand même, vous voyez, ça gagne quand même durant les heures. Il y a beaucoup moins de trades, 118, mais ça gagne quand même. Hein. Et de la même manière, on peut se dire, qu'est-ce qui se passe si je fais du trading que à partir de 8h jusqu'à par exemple 13h, donc 12h59, et on voit que c'est pas mal aussi. Ça gagne aussi, l'autre gagnait 4000, lui gagne 5000. L'autre faisait une centaine de trades, lui aussi. On voit en haut le nombre de trades, oui. Et grosso modo, on peut dire, qu'est-ce qui se passe si on fait jusque par exemple 18h? Oui. Et pas mal, on attrape encore, on augmente de 50% le nombre de trades et on a une belle courbe. Donc, je dirais, une stratégie comme ça, après, on peut la parfaire en rajoutant. Alors, si on veut rajouter et la travailler en multi-stop, multi-target, on fait oui, oui, et on va mettre maintenant, on va mettre par exemple le fixe, ouais. On met le target fixe et on met un autre target fixe, ouais, et on ferme. Donc, si on fait ça, grosso modo, vous dites par exemple, alors on est copper, hein, donc je sais pas, 2 contrats, c'est déjà bien grand. Donc, ouais, si on veut par exemple se mettre en situation de trader, on choisit un compte bien sûr, on met 2, le poids de 1, le poids de 1, le poids de 1, le poids de 1. Ici, on met par exemple 5 et grosso modo, on va se retrouver avec un objectif court et un objectif lointain. Quand je dis un objectif court, j'entends par exemple ça, c'est-à-dire, vous voyez, un objectif court, c'est le point d'entrée est ici,
le stop est là, ça fait le risque, et là on voit que c'est une fois le risque. Si maintenant je vais au niveau de je vais bouger mon target ici, vous voyez, il s'éloigne. Et si je le mets sur 5, comme le lointain, dans ce cas, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est comme si on mettait son objectif ici. Donc si on n'avait pas été touché là, on le capte, c'est quasiment le mouvement de la journée. Regardez un peu au niveau de la taille, 2,56, 2,60. Donc 56 à 60, ça fait 0,04. 0,04, donc ça veut dire 2%, ça ferait 5, 0,05. Donc c'est un peu moins de 2%, quoi. Donc c'est proche des 2%. Et donc c'est très intéressant, il y a du mouvement. C'est un contrat très intéressant en fait à trader, quoi. Alors, quelle heure est-il? 18h46. Donc, grosso modo, alors, il y a quelques questions ici. Yann, le spread sur le CFD est plus grand à 0,45. Oui, ouais, c'est comme ça. Les CFD, c'est plus. Il y a un intermédiaire de plus, puisqu'il y a quelqu'un qui fabrique un produit, etc. Donc, mais bon, ça, c'est une stratégie, Yann, qui est une stratégie de day trading. D'ailleurs, je vais d'ailleurs juste voir si je suis capable de rentrer rapidement dans mon VPS. Hop, je rentre dans mon VPS. Et on va voir. Ah, vous voyez là que ça s'ouvre un petit peu. Je vais voir si j'arrive à voir, grosso modo. Alors, Copper. Regardez. Ça, c'est mon VPS. Mais c'est un deuxième VPS. C'est un VPS, je dirais, sur Copper. Vous voyez. Et en fait, oui, donc là, on est encore à une fois le risque. Mais vous voyez, là, il y a eu en fait un trade plutôt. Et donc, il y a eu deux trades en fait. En fait, j'ai commencé à trader hier. Et c'est sur les CFD. Hein. C'est sur les CFD. Donc, vous voyez la construction ici. 50. Alors, 50, c'est quand même assez grand. Hein. 50 fois 6000. 6000, la valeur nominale. 6 fois 5, 30, 30 000 fois 10, 300 000. C'est comme un DAX. C'est comme la taille de un DAX. Mais ici, c'est coupé en deux, 25 et 25. Donc, vous voyez la construction. Donc, on a l'objectif. Là, il y avait un stop quelque part par là. Un objectif. Le target ici à une fois. Et puis, grosso modo, il devait y avoir un objectif qui était plus lointain. On a touché, on est sorti entièrement. Pourquoi on est sorti entièrement? Je sais pas, il faudrait que je réfléchisse. En tout cas, ici, on est rentré 50. On a ici 25 et on devrait avoir. Ah, je sais pourquoi, chers amis. C'est que, vous voyez, j'aurais dû mettre ici, et je peux toujours mettre ça ici, au lieu de mettre une fois le risque pour mon deuxième objectif. Voilà, vous voyez maintenant ce qui se passe. Voilà, tac, vous voyez ce qui se passe. 5 fois c'est ici, une fois le risque c'est là, 5 fois le risque c'est là. Donc ici, en fait, j'ai mis 2 fois la même distance et je suis sorti tôt, quoi. Vous voyez. Mais le point est que Copper, c'est pas mal comme contrat. Là, comme ça, c'est intéressant. Je l'ai mis juste comme ça pour voir. Et il a fait un trade gagnant et il fait un trade gagnant pour le moment. À l'échelle, hein, 50 CFD, c'est quand même assez grand. À l'échelle, bon, ça fait 1300, 1300, ça fait 2600 pour le moment, quoi. Donc, bon, c'est intéressant, quoi. Alors, c'est sûr, Yann fait le point que, en termes de. C'est sûr que
c'est sûr que on va dire le spread sur le CFD, c'est pas un contrat c'est pour ça qu'on le présente, hein, c'est pas qu'il y a tout le monde qui traite ça, il y a peu de gens qui le traitent, mais d'un autre côté, avec ce que j'ai montré au niveau du backtest, on s'aperçoit que c'est quand même un contrat qui peut être tradé de façon pas prolifique, mais de façon raisonnée et avec peu de trades, 1 ou 2 par jour maximum. Et le concept que l'on utilise ici, c'est de dire, on est dans un marché qui monte. Dans ce cas, on va se discipliner, on va faire que des trades à la hausse. Et on peut utiliser cette technique de gestion de position pour un petit peu optimiser le scénario de sortie. C'est-à-dire, on arrive à toucher un mouvement court, on sort, on n'a plus de risque. On arrive à faire du break-even, et ce qu'on a gagné, on le garde, on ne peut plus le perdre. Et puis, finalement, le marché va dans notre sens, on est long, et dans ce cas-là, on capture tout ou presque tout. Voilà. Alors, je reviens sur la présentation. Alors, donc, là, j'ai résumé. Alors, regardez l'esthétique de la situation. On a un signal, un filtre flat, un stop, une belle courbe. C'est vraiment génial. Vous voyez que ici, je me suis arrêté à 8h, 18h. Donc 8h, on n'a pas pris le côté asiatique, on a juste pris le côté européen et le côté américain. Et on a cette belle courbe. Donc après, vous voyez, en termes de pourcentage, on a du 50-50, quoi. Un trade sur deux est gagnant. Et compte tenu de notre construction avec le long life stop, on a un gain qui est 1,6 fois plus grand que la perte. Donc si je gagne une fois sur deux et en moyenne 1,6 fois plus que ce que je perds, c'est une stratégie gagnante. Voilà. Alors, il est 18h52, je suis presque au bout, je dirais, de cette partie. Sachez pour votre information que je rappelle un petit peu le black candle, ce que c'est. Et vous voyez que là aussi, on a une belle courbe de résultats. Donc, avec un black candle pratiquement de base, tel qu'il est par défaut, avec juste un petit réglage 2-2-1 ici, 8h, 18h. Ouais, même scénario. Alors, la seule différence, c'est que lui, aujourd'hui, je regarde juste qu'est-ce qu'il a donné. Donnez-moi que je puisse retrouver ma plateforme. Black Candle, lui, il donne un beau trade, mais il a perdu avant. Vous voyez, il donne un beau trade, mais là, dans cette période-là, vous voyez, où il n'y avait pas de... Vous voyez, on rentre, on est stoppé, on rentre, on est stoppé, on rentre, on est stoppé, on rentre. Donc là, on a perdu 3000, on gagne 1000. Ça, c'est un très beau trade. On ne peut plus perdre sur ce trade-là. On a touché déjà un objectif à 25 et on a en fait un autre objectif. Alors, vous voyez, vous pouvez aussi mettre un objectif ici à 5 fois l'ATR au lieu de 2 fois. Ça, c'est 2 fois l'ATR. Ça, c'est 5 fois l'ATR. On peut découper ça plus en morceaux. Mais vous voyez, le tree line break, il s'est montré supérieur ici parce que là, dans cette période pourrie, où il n'y a rien qui se passe, on ne peut pas rentrer en position ici. Vous voyez, alors qu'avec le black candle, on peut rentrer. Mais bien sûr, quand on fait le backtest, on s'aperçoit que néanmoins, on a plus de trades, 275, vous voyez, à comparer avec 150. Mais là, on gagne 9000. Et là, on gagne 16 000. Donc, on gagne plus avec plus de trades. Et en termes on est pratiquement aussi à 48%. Et là, gain sur perte 1,8. Donc, vous voyez, des bons réglages. Donc, vraiment, de quoi faire des choses intéressantes. Alors, il y avait une autre question. Alors, quel est le cost par transaction? Ça, c'est Alain qui pose la question. Le profit en tient-il compte? Paramétrable, etc. Alors, Alain, sachez que dans la plateforme, on peut
à ce niveau-là, faire des précisions. Vous voyez, je réappuie ici, paramètres évaluation. On peut préciser des coûts, on peut préciser du slippage et on peut préciser que au lieu de prendre le prix de clôture, on prend le prix d'ouverture de la barre suivante. Vous voyez, donc moi en général, je n'utilise pas ça, sauf si je vais dans des stratégies très très intensives où il peut y avoir 20 allers-retours dans la même journée. Et dans ce cas, ça va jouer. Et alors dans ce cas, il vaut mieux choisir ouverture, prix d'ouverture de la barre suivante. C'est plus précis. Et c'est même plus précis d'inclure alors un coût, d'inclure un slippage, qui alors sera en référence avec son expérience. Mais quand on est dans une stratégie de ce type-là, avec quelques trades par jour, voire ici 0 trade et là peut-être 1 ou 2 trades, on n'a pas besoin de faire ça. On sait combien on paye, on voit le nombre de trades fois 3 euros, fois 2 pour l'aller-retour. On a son coût, donc ici 169 fois, on va dire en gros fois 6 et 200 fois 6, 1200 à comparer avec 9000 ou à comparer avec 18 000. Oui. Alors, le backtest ne calcule pas les targets multiples, c'est bien ça. Yann, vous avez raison. Effectivement, il existe une technique pour faire cela. Et peut-être qu'il faudrait que comment dirais-je, que je fasse un webinaire peut-être là-dessus, une vidéo là-dessus pour montrer comment faire et que je mette dans le forum la spreadsheet Excel que j'utilise pour cela. Elle tient compte en fait de la possibilité que l'on a en backtest. Donc là, si j'affiche le backtest, je peux récupérer des données. Il faut que je me positionne ici. J'appuie là-dessus. Ouais. Microsoft Edge. Et donc, là, je récupère ça. Et ça, je peux l'extraire et le mettre dans un Excel. Et je peux fabriquer, en fait, à l'aide de filtres qui sont là. Ce type de filtre. Intraday, par exemple. Je suis capable, grosso modo, avec des flats, des blocs, des intradés. J'ai tout un Excel qui fabrique lui-même, en fait, des éléments. Quand on met ces éléments, on réplique en fait ce qui se passe pour la position quand on a l'objectif le plus lointain, comme ici. Et puis après, on peut en fait, avec les outils de backtest, évaluer le stop court et l'objectif court. Et alors, ça nous donne une deuxième valeur de backtest. Alors, on fait la somme des deux backtests et grosso modo, on a le résultat. Donc, c'est possible, mais voilà, vous dites, oui, ça serait super. Je me le note. Je ne dis pas que je le ferai maintenant, mais quand j'aurai une fois le temps, je le ferai. Il y a peu de gens qui demandent ça, c'est assez pointu, mais l'Excel, il est fait. Donc, vous n'avez qu'à récupérer l'Excel, vous l'adaptez à ce que vous faites, et il faudrait que je fasse alors des explications. Et le mieux, à l'époque, quand j'ai fait ça, il y a 5 ans, on faisait pas trop on faisait les vidéos, mais pas comme ça pour un outil pareil. Mais je crois que le mieux, ce serait de faire une vidéo et de fournir un lien pour l'Excel, quoi. OK. Alors, sur ce, je suis arrivé un petit peu vers le bout de la présentation. Je ne vais pas aller dans le détail de la Black Candles. Mais Black Candles, c'est basé grosso modo sur du Aiki-Nashi. Donc, c'est pour ça que ça marche très bien. Donc, avec un contrat qui bouge beaucoup, 2,5% par jour, qui fait des hauts et des bas, qui a plutôt tendance à monter, il faut faire long et grosso modo prendre des signaux intéressants. Ces deux signaux sont de très bonne qualité. C'est pour ça que je vous les ai recommandés ce soir. Et j'espère que vous avez trouvé la présentation intéressante. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Maintenant, je dis 2 mots sur le côté automatisation. Alors, le côté automatisation, j'ai découvert avec cette stratégie, pas cette stratégie, mais cette compétition trader sélection, j'ai en fait découvert une utilisation différente de ce que moi je faisais de l'automatisation. Moi, j'étais plutôt dans une optique assez, comment dire, assez complète, obstinée, c'est-à-dire des backtests sur des périodes très longues, 5 ans, 7 ans, 10 ans. Je cherche des stratégies qui ont vraiment prouvé sur de longues années qu'elles tenaient la route.
et je les mets en temps réel sur des comptes réels et c'est parti, quoi. Ça, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a réussi et grosso modo, j'ai aussi essayé certaines stratégies pour lesquelles ça n'a pas marché, mais je ne pratiquais pas, on va dire, allez, je pratiquais sur la DD, je pratique toujours, mais la DD, c'est ultra intensif, donc presque une journée, c'est comme équivalent à un mois sur une stratégie du type de celle que je vous montre. Mais donc, je ne faisais pas de day trading avec juste un ou deux trades dans la journée. J'ai découvert avec la compétition Trader Sélection qu'en réalité, on pouvait se passer de backtest trop expansif et trop, je dirais, trop lourd, mais se concentrer plutôt sur qu'est-ce que fait le marché récemment. On est dans une optique de hausse, bon, eh ben, on y va à la hausse. On prend une stratégie ou un signal, des choses simples, une bonne combinaison au niveau du stop, etc. Et on est parti. Et donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je l'ai essayé avec une minute break, j'ai essayé la Triline Break, Aikinashi, Black Candle, Open Trade. Enfin, j'ai eu vraiment des bons résultats avec toutes ces stratégies. Je ne dis pas que chaque trade était gagnant, bien entendu, mais grosso modo, quand j'étais dans la bonne direction, même si un jour ou deux, j'étais dans la mauvaise direction, mais au total, sur les 4 semaines, j'étais dans la bonne direction, et ben, mes comptes ont gagné pratiquement tous, quoi. Alors, ici, on a ce fameux réglage auto-order. On le met sur auto-order, c'est du trading automatique complet. Mais avant ça, il y a deux possibilités. Trading manuel, simple. Bon, moi, je fais plus du trading comme ça, simple, avec rien du tout. Je fais au minimum trade guard plus ordre auto, c'est-à-dire au moins un encadrement, stop target, peut-être des blocs pour limiter les heures, flat pour sortir en fin de journée dans tous les cas. Vous voyez, ça c'est le minimum pour moi. Et on rentre en manuel et on sort en automatique ou on va gérer soi-même la position avec un clip stock et un clip target. Mais la solution élégante, c'est bien entendu l'ordre auto, c'est-à-dire le mode automatique. Dans une optique de je rentre en position automatiquement, comme j'ai montré là sur ce Copper et la compétition. Et si j'ai de la chance, je suis dans le bon sens et puis je capture quelque chose et puis j'ai fait mon trade, je jette un coup d'œil de temps en temps. Si j'ai envie de reprendre la main, je charge un click stop, un click target et c'est moi qui contrôle les choses. Voire je désactive l'ordre auto et je reprends la main tout simplement. Je fais une petite adaptation de mes stops et de mes targets et le tour est joué, quoi. Mais auto-order, c'est vraiment bien, c'est vraiment, vraiment sympa. On peut lancer plusieurs stratégies sur plusieurs instruments. Et le fait de diversifier aussi, c'est intéressant parce que vous travaillez sur 5 choses différentes. Là, je travaillais sur des CFD. Il y avait un peu de position, mais j'essayais pas de venir de rivaliser avec les meilleurs. Donc, j'avais des positions qui étaient la moitié ou le tiers de ce que les meilleurs prenaient en termes de levier. Mais ça m'a quand même pas mal réussi. Donc, j'ai trouvé ça très séduisant, très intéressant. Je le partage avec vous et je vous encourage. Ne soyez pas timide et essayez un petit peu l'ordre auto. Et puis, bien entendu, on commence avec des petites positions. Si on n'est pas trop confiant, il ne faut pas faire ça. Mais si on est un peu, comment dirais-je, un petit peu confiant en soi, on aime bien tel ou tel signal, il ne faut pas hésiter, à mon avis, parce que c'est, à mon avis, c'est ça la prise de risque. Et si vous êtes, le truc le plus important, c'est qu'il faut être dans le bon sens, quoi. Si vous êtes dans le bon sens, votre analyse de la tendance est bonne, vous avez repéré le bon support, vous voyez que le marché ne veut pas casser le support, bah, il va rebondir, ça c'est sûr, bah, il vaut mieux être long et tout simplement. Au contraire, vous voyez le marché baisser, casser un support et commencer à baisser, bon ben là, short, 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 quoi. Voilà, donc conclusion, 7h04, conclusion. Quand on n'est pas client de Self-Invest, qu'est-ce que vous avez à perdre? Lancez-vous avec Self-Invest. Très très bon service, excellente plateforme, excellente exécution, des trophées pour démontrer tout ça. Une réputation vraiment robuste après 22 années de dur labeur.
on aime le trading, on partage nos idées avec nos clients traders et vous trouvez toute la masse, on va dire, de connaissances et la masse d'expérience sur la chaîne YouTube sous forme de vidéo, comme cette vidéo qui terminera la semaine prochaine là-bas, dans la bibliothèque, on va dire, de nos webinaires. Donc, sur ce, je remercie tout le monde et bonne fin de semaine, bon week-end, et puis à la semaine prochaine et bon succès en trading. Au revoir.